à tous, bienvenue dans Wildcard. Dans ce numéro, j'ai pu discuter pendant 1 heure avec Marion Bartoli. Marion Bartoli, vous le savez, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais, que ce soit sur un terrain de tennis ou dans la vie. Elle a bien sûr remporté un grand chelem, mais en dehors des terrains, elle a aussi connu pas mal de soucis, qu'elle semble avoir aujourd'hui résolus, et c'est une maman, vous allez l'entendre, totalement épanouie, qui va se confier à nous. Bonjour Marion Bartoli. Bonjour Marie. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien. Je rentre des petits as, un tournoi que j'avais joué moi-même il y a 25 ans, donc ça ne me rajeunit pas. Et j'avais perdu au premier tour des qualifs. Comme quoi, tu vois, il y a toujours de l'espoir. Ben oui, voilà, il faut poursuivre ses rêves, évidemment. On a une question traditionnelle dans Wildcard, Marion, pour débuter. Qu'est-ce que tu faisais juste avant que l'on démarre cette interview ? Écoute, je préparais mes valises pour changer. J'ai fait ça toute ma vie. Parce que je rentre chez moi à Dubaï demain et je suis passée 5 jours voir mes parents parce que ça faisait depuis le 15 août que je les avais pas vus, donc ça commençait vraiment à faire long. Et comme l'anniversaire de mon papa est la semaine prochaine, on a fait une 2 pierres 2 coups, on va dire. Donc je suis venue les voir et en même temps on fêtera son anniversaire ce soir. Donc on est en plein dans les préparatifs et en plein dans les valises. Tu reviens souvent en France, Marion ? Alors je reviens pas beaucoup parce que j'ai pas énormément de temps. Je reviens bien évidemment pour Roland-Garros parce que c'est bien sûr un passage obligé et puis je le fais avec un immense plaisir. En plus, c'est ma grande amie Amélie Mauresmo qui est maintenant la directrice du tournoi. Donc, je suis très heureuse à chaque fois de venir passer 15 jours et de la voir et de revoir les copines, revoir Tatiana, revoir Nathalie, revoir toutes les filles avec qui on a partagé tellement de tranches de vie au final et puis de voir l'évolution qu'on a aujourd'hui, voir nos enfants, nos familles, nos maris. Voilà, notre évolution respective. Donc, je le fais toujours avec un immense plaisir. Et puis après, on a une petite tradition en fait, c'est que comme il fait 50 degrés à Dubaï l'été et que c'est pas facile de vivre par 50 degrés, on passe, on va dire les 3 semaines qui suivent Wimbledon, donc c'est-à-dire de mi-juillet à, on va dire à peu près mi-août, en Corse chez mes parents, donc à l'île Rousse où on les passe à la plage et au soleil et à la mer et à la piscine et on profite. Donc c'est la petite tradition qu'on a. Donc on va dire c'est mes 2 stops obligatoires chaque année. On te sent totalement épanouie, Marion, dans cette nouvelle vie. Ah, je m'éclate, ouais, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance parce que ça n'a pas été toujours facile dans ma reconversion, c'est moins qu'on puisse dire. Je l'ai d'ailleurs assez longuement expliqué dans mon livre. Je suis passée par des périodes très très compliquées. Je pense que tu m'avais vu aussi dans des périodes difficiles. Et les gens qui me connaissaient me reconnaissaient plus justement tellement j'avais changé tant sur le plan extérieur avec l'apparence physique que j'avais bien évidemment, mais aussi sur le plan psychologique en étant beaucoup moins enjouée, beaucoup moins joyeuse, qui est on va dire mon caractère plutôt naturel. Et j'aime bien rigoler, j'aime bien marrer. Et donc, ça m'a pris du temps avant de revenir dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, où effectivement, je suis une maman épanouie d'une petite fille qui a 2 ans, un mari qui a accepté de me suivre par Mons et par Vaux et par tous les voyages que je fais, ce qui n'était pas non plus forcément évident pour lui au départ, parce qu'il a fallu aussi qu'il fasse des sacrifices dans sa vie professionnelle. Donc, c'était pas toujours facile. En tout cas, c'est pas facile de trouver un mari qui accepte de faire ça. Et il l'a fait pour moi et je suis extrêmement reconnaissante au quotidien de ce qu'il fait là-dessus. Et puis ensuite, bien sûr, toutes mes activités professionnelles qui participent aussi à mon équilibre. Donc, on travaille, on bosse ensemble sur Roland-Garros, tu le sais. J'ai mon émission sur RMC. J'interviens aussi dans les grandes gueules du sport et dans le Super Moscato Show où je me marre vraiment bien chaque semaine. Et puis, j'entraîne 2 enfants qui ont 13 ans. Donc, c'est pour ça que j'étais au Petits As, puisque c'est le mondial des moins de 14 ans. Avec notamment une jeune fille qui a 13 ans et demi et qui, je pense, a les capacités de réussir au plus haut niveau. Et je me retrouve tellement en elle, à la fois dans ses difficultés, dans ses doutes, mais aussi dans sa volonté de réussir. Je me retrouve tellement dans ce que j'étais moi à son âge que c'est un grand défi pour moi parce que mon papa y arrive avec moi. Est-ce que moi, je vais y arriver avec elle? C'est aussi un grand défi que je me donne, mais ça me booste beaucoup et ça me donne ce piment au quotidien. Ce sont 2 jeunes joueurs indiens? Pallavi Absolument. Patel et son cousin Harsh Patel, 13 ans et 12 ans. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Alors d'abord, t'as bien fait tes recherches, je te félicite. Bravo Marie, t'as bien bossé. Écoute, c'est une rencontre assez fortuite, comme souvent ce genre de rencontre. Donc moi, j'ai pas d'académie, j'ai pas d'endroit où les gens peuvent venir entre guillemets s'entraîner, comme peut l'avoir Patrick, comme peut l'avoir Justine. En fait, je cherchais à entraîner des jeunes parce que j'avais une expérience sur le circuit professionnel avec Jelena Ostapenko où elle avait fait des résultats et c'était super, mais je me sentais pas de repartir dans mes valises chaque semaine, de refaire ce que j'ai fait en tant que joueuse. Je trouvais ça vraiment beaucoup trop lourd.
surtout avec un bébé qui venait de naître. Et donc, voilà, on s'est séparés en très bons termes, mais je me sentais vraiment pas de continuer dans cette vie-là. Et donc, pour moi, d'avoir finalement des jeunes entraînés où je peux rester à Dubaï, eux habitent à Dubaï, ont grandi à Dubaï, sont nés à Dubaï, donc ont vraiment aussi l'habitude d'être dans cette ville. C'était un projet qui me paraissait nettement plus viable pour moi au quotidien. Et en fait, on s'est rencontrés sur le tournoi $75 000 qui est à Dubaï. Alors, je crois que maintenant, c'est passé sur un $100 000 que d'ailleurs Elsa Jacquemot a gagné en décembre dernier. Et moi, je l'avais gagné quand j'avais, il me semble, 16 ans et demi ou 17 ans. Et en fait, ils réorganisaient les finales et ils m'ont invité à venir revoir les finales comme ancienne vainqueur. Et en parallèle de ça, ils avaient organisé un petit tournoi junior. Et donc, Pallavi a participé. Je l'ai vu jouer sur un cours un petit peu annexe par rapport à la finale du tournoi ITF. Et voilà, je me suis dit, écoute, je crois que cette petite, elle a quelque chose, elle a le mental. J'aimais bien son attitude sur le terrain. Après, il y avait bien évidemment un énorme travail technique à faire. Et puis, son papa est venu me voir. Il m'a dit, vous êtes bien Marion? Je lui ai dit, oui, je pense. Écoute, en tout cas, j'y ressemble beaucoup. Et donc on a commencé à discuter, on a fait un essai au départ. Donc eux au départ avaient l'habitude de s'entraîner 1h30 4 fois par semaine. Donc autant me dire que sur les premiers entraînements avec moi, ça leur a fait un petit choc. Et puis au fur et à mesure, finalement ils ont adhéré au projet, ça leur a plu. Pallavi a eu la chance d'avoir des résultats assez rapidement. Donc bien évidemment quand les résultats sont là, ça te motive toujours beaucoup plus pour aller t'entraîner. Et puis maintenant qu'elle s'est frottée au PISAS avec toutes les meilleures de sa catégorie, elle voit aussi tout le travail qui reste à effectuer. Donc elle est encore plus motivée de le faire et ça, c'est un cercle très vertueux. Pour son cousin Hirsch, c'est un peu plus compliqué d'abord parce qu'il a 1 an de moins. Et puis chez les garçons, le niveau est tellement élevé que c'est plus dur pour lui. Mais voilà, je pense qu'il a du potentiel. Ça prendra peut-être un peu plus de temps parce que les garçons arrivent à maturité toujours un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est un projet que j'adore faire. Et en plus, la dernière sœur de Pali a seulement 6 mois de plus que Camilia. Donc voilà, elles jouent toutes les deux. Je vois ma fille s'épanouir. Ouais, et donc du coup, on fait vraiment, on va dire du tennis aussi, mais aussi une partie éducative. On mêle aussi une partie familiale. Voilà, ça reste quelque chose de très convivial, de très famille, et c'est ce que j'adore aussi faire. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu restes au contact du tennis ? Parce que c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon énergie au quotidien. Tu sais, quand et ça aussi je l'ai expliqué, quand finalement à Wimbledon en 2016, quand j'ai vraiment touché le fond et que j'étais à 42 kilos et que le tournoi de Wimbledon a refusé que je participe au tournoi des légendes parce que j'étais trop en mauvaise condition, on va dire, médicale, et qui pensait que j'avais le risque de pouvoir faire un arrêt cardiaque sur le terrain parce que mon poids était trop faible. C'est à partir de ce moment-là, c'était le premier électrochoc pour me dire qu'il fallait que je me force à manger, qu'il fallait que je me force à rebondir, que je pouvais pas continuer comme ça parce que tu peux m'enlever tout dans la vie, mais pas le tennis. C'est vraiment ce qui est ma colonne vertébrale. J'en ai absolument besoin pour me sentir équilibrée. Et donc on va dire dans mon rebond actuel, et c'est vrai dans ma joie aussi de vivre au quotidien, d'être sur un terrain de tennis tous les jours, d'être avec des enfants, d'essayer de leur donner, de transmettre la passion que j'ai pour ce sport, d'essayer bien sûr de les aider à progresser. C'est quelque chose que j'adore faire. Donc et puis ce qui est rigolo, c'est que maintenant ma fille, elle sait à peu près à quelle heure on va sur le court de tennis justement pour entraîner les jeunes. Donc elle se met à la porte, elle prend sa petite raquette parce qu'elle a sa petite raquette, elle prend son sac. Elle me dit maman, let's go parce qu'elle parle anglais. Donc écoute, c'est vraiment chouette de voir cette évolution aussi et de voir où j'en suis maintenant. Ouais, c'est magnifique. T'aimerais bien l'avoir joué au tennis, ta fille ? Ah, j'aimerais beaucoup l'avoir joué au tennis. Je pense que ça va être une bonne teigne, qu'elle aura un sacré caractère. Comme sa mère. Écoute, comme sa mère, mais je vais te dire aussi comme son père, parce que son père, marocain mélangé à une Corse, je peux te dire que ça va être explosif. Eh ben voilà, la relève. La relève est là. De quoi est-ce qu'on On verra. On verra, mais j'ai envie qu'elle le fasse, ouais, ça c'est sûr. J'ai envie qu'elle fasse du tennis, ouais. Je pense qu'elle est sur la bonne voie. En tout cas, elle a déjà envie d'aller à l'entraînement avec toi. Exactement. C'est un bon signe. Alors, rappelle-nous justement, toi, comment est-ce que tu es rentré en contact avec le tennis ? Ton papa et ton frère jouaient beaucoup, c'est ça ?
Absolument, absolument. En fait, donc moi j'ai grandi dans un tout petit village de Haute-Loire qui s'appelle Retournac, qui était un petit village de 2500 habitants. Et en fait, on avait bénéficié du programme qu'avait instauré Christian Bims, donc le président de la fédération, quand Yannick Noah avait remporté Roland-Garros, donc en 83. Et donc la fédération avait construit 30 000 cours de tennis dans des petits villages justement reculés pour donner un accès plus important à des gens qui avaient envie de pas se retrouver forcément dans Yannick Noah, mais en tout cas qui s'étaient pris de passion pour le tennis, qui avaient envie de pratiquer ce sport. Donc c'est des terrains en béquerre, comme on voit beaucoup dans des petits clubs effectivement de village. Donc nous on avait 3 cours extérieurs, en sachant que l'hiver en Haute-Loire c'est pas vraiment la Corse ni Dubaï, donc on n'avait pas de cours intérieur. Et en fait je suivais mon papa et mon frère qui jouaient, je vais pas dire tous les jours, mais au moins 4-5 fois par semaine. Et je venais avec mes petits jouets, mes pluches, et puis je les regardais comme ça. Et j'ai fait ça de 2 ans et demi à 5 ans et demi. Et à 5 ans et demi, je me suis mis au milieu du terrain. On m'a raconté, parce que bien sûr, je m'en souviens plus, mais on m'a raconté qu'apparemment, j'ai pris la raquette de mon frère et que j'ai commencé à faire des revers à 2 mains et que la première fois que j'ai touché une raquette, j'ai passé 50 fois la balle par-dessus filet sans rater. C'est incroyable. Voilà. Donc mon père s'est dit, bon, elle a peut-être un petit quelque chose. Et 6 mois plus tard, je jouais mon premier tournoi, je l'ai gagné aussi. Donc voilà, j'avais déjà l'esprit de compétition et j'étais déjà très mauvaise perdante. Ça a pas changé non plus. Qu'est-ce qui t'a plu dans le tennis ? En fait, ce qui m'a plu, c'est la partie répétition, c'est la partie d'essayer de perfectionner un geste. Donc ça, j'adorais faire ça. Donc je m'entraînais des heures et des heures. En fait, quand mon papa partait en visite médicale pour voir ses patients l'hiver, comme on n'avait pas de terrain indoor, donc il y avait le garage où il y avait la voiture, le garage était libre puisque la voiture était partie, et donc je prenais une balle en mousse et je tapais des heures et des heures dans le garage pour essayer de m'entraîner au niveau de mon service, mon coup droit, mon revers. Et j'ai toujours adoré cette partie répétition en fait. Et puis après, comme effectivement j'ai l'esprit de compétition et j'aime pas perdre et j'ai toujours voulu gagner, surtout beaucoup de coupes, du coup j'adorais faire le week-end des petites compétitions de village et aller gagner la coupe du village à côté, de le ramener toute fière à l'école le lundi matin et de montrer aux copines la coupe que j'avais gagnée. J'adorais ça en fait. Et quand j'y repense, ce qui est absolument incroyable, puisque maintenant bien sûr je reviens aux petits as, bien évidemment en ayant fait le chemin, mais à cette époque-là, donc j'avais 13 ans et demi, c'était ma dernière année. J'arrive à gagner le tournoi des préqualifications françaises. Je me qualifie pour les qualifications françaises. Je perds au premier tour des qualifs françaises. Et malgré ça, on s'est pas du tout découragé. Et mon père m'a dit, si, t'inquiète pas, tu gagneras ton tournoi du Grand Chelem. Et moi, j'étais persuadée que j'allais le gagner. Alors que quand j'y repense, je me dis, mais on était des grands malades quand même. Parce que être plus loin que ça en termes de gagner un tournoi du Grand Chelem, c'est que là, tu pars pas avec un handicap. C'est que tu pars avec absolument moins de 2500 chances, quoi. Tu vois, il y a aucune chance. Et pourtant, on y est arrivé. Et c'est aussi ça que j'essaye de transmettre aux enfants que j'entraîne. C'est que, bien sûr, partent avec des moyens financiers et tout un protocole autour d'eux qui a rien à voir par rapport au mien. Mais il va falloir quand même qu'ils se bougent les fesses pour aller chercher ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est pas facile à leur enseigner aujourd'hui. Bah, exactement. Et puis, il faut toujours être derrière, hein. C'est ça qui est important pour les pousser. Très vite, tu as voulu gagner un tournoi du Grand Chelem. Est-ce que tu as été ambitieuse dans ton tennis en te disant je vais en faire ma vie finalement? Effectivement, j'ai eu cette pensée extrêmement jeune. Donc mes parents m'ont ressorti une lettre que j'avais écrite pour mon anniversaire pour mes 8 ans, où je demandais un Monopoly, des perles pour faire des bracelets et le trophée de Wimbledon. Donc le perle pour faire des bracelets, le Monopoly, je l'ai eu assez rapidement. Le trophée Wimbledon, il a fallu que j'attende quand même 21 ans pour l'avoir, mais je l'ai eu. Mais effectivement, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. J'ai toujours voulu réussir quelque chose de grand dans ma vie. Je me voyais pas continuer à faire ma vie à Retournac, au fin fond de la Haute-Loire, très honnêtement. Mais ça a été aussi un très grand moteur pour moi pour arriver à trouver la force, m'entraîner plus dur, de m'entraîner dans le froid, de m'entraîner dans des conditions difficiles, d'aller faire beaucoup de kilomètres pour faire des matchs de tennis. C'est aussi là-dedans que j'ai trouvé un gros moteur et c'est ce que j'explique encore une fois aux enfants que j'entraîne. Eux, en étant dans des conditions extrêmement privilégiées à Dubaï, avec un court tennis chez eux, tout ce que leurs parents peuvent leur offrir, bien évidemment, il va falloir qu'ils trouvent un moteur très puissant. Donc, le moteur très puissant, si c'est pas la rage de vouloir se sortir des conditions de vie dans lesquelles on grandit, ça va être autre chose, mais il faut qu'ils l'aient parce que s'ils n'ont pas de moteur puissant, c'est tellement difficile, il y a tellement de concurrence qu'ils lâcheront prise au bout d'un moment donné. Et donc, c'est à eux de trouver ça au fond d'eux. Ça vient de tes parents, cette ambition démesurée ?
Non, alors ça vient plutôt de moi. Mon père. Et ce qui est drôle, c'est que mon frère, qui a grandi dans le même environnement que moi, n'a pas du tout ressenti les mêmes choses que moi, ou en tout cas de la même façon. Lui est toujours en contact avec beaucoup d'amis qu'il a regardés en Haute-Loire. Moi, j'ai plus aucun contact avec ce département quasiment. On n'a pas du tout ressenti les choses de la même façon, mais je pense que je l'ai ressenti de manière aussi exacerbée parce que c'est aussi la personnalité que j'avais. Mais ça, non. Franchement, mon papa a pas du tout cette ambition aussi dévorante que la mienne. Et ma maman non plus, elle voulait juste que je sois contente et soit contente de faire du sport. Et pour elle, c'était beaucoup de stress parce que de me voir en difficulté sur un terrain de tennis, parfois pleurer quand j'avais perdu, c'était pas quelque chose qu'elle aimait voir. Donc, elle avait beaucoup de mal à gérer le stress de la compétition. Donc, c'est vraiment parti de moi et de ce puissant moteur de vouloir m'en sortir et de faire mieux que la Haute-Loire au Tournac de 1500 habitants. je voyais plus grand que ça, on va dire. En revanche, ils t'ont toujours soutenu dans tes ambitions. Absolument. Que ce soit ton papa qui t'a suivi, ça on le sait bien sûr, mais ta maman aussi, parce que elle a accepté que vous partiez. J'imagine que t'as énormément de reconnaissance pour tout ce soutien qu'ils t'ont apporté. J'ai énormément de reconnaissance et je me dis maintenant en étant maman, si moi, ma fille a aujourd'hui 2 ans, moi j'ai commencé à partir beaucoup de la maison, j'avais 15 ans. Si dans 13 ans, ma fille me dit, écoute maman, je vais prendre mes valises, je vais faire le tour du monde avec papa, puis toi tu restes à la maison seule et tu me verras quasiment pas pendant une année entière. Très honnêtement, ça serait très 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 compliqué pour moi à vivre. Donc je pense que ma maman, bien sûr, en a souffert, mais elle voyait tellement que c'était ce que je voulais qu'elle a accepté de prendre sur elle. Mais bien sûr que j'ai une reconnaissance éternelle pour tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi parce que encore une fois, quand on comprend mieux quand on devient maman soi-même. Mm-hmm. Parce que on comprend l'attachement filial, on comprend ce que l'on ressent pour son enfant. Et c'est vrai que ça a été énormément de sacrifices pour elle, ça c'est sûr. Mais je pense leur avoir bien rendu avec le succès que j'ai eu. Mais ça a été des périodes difficiles, ça c'est sûr, je vais pas te le cacher. Ça c'est évident. T'es connue aussi pour ta façon particulière de jouer. On va parler un peu de tennis, ton jeu à 2 mains, ton service à pieds joints. Est-ce que tu t'es sentie très vite différente des autres sur le circuit ? Alors, mon service a tellement changé, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu un service à pieds joints. En fait, je me suis sentie différente parce que je joue à 2 mains des 2 côtés. Mais moi, comme mon exemple et mon idole de toujours, c'était Monica Seles. Finalement, je copiais beaucoup de choses sur elle et je me disais, si elle a gagné autant de grands chelems, qu'elle a été numéro 1 mondial et elle avait beaucoup de fans dans le monde entier, pourquoi pas moi? Donc ça, c'était une chose. Et puis après, mon papa m'a toujours tenu le discours en me disant, écoute, s'il y a des spectateurs qui viennent voir, par exemple, un tournoi de tennis, il faut qu'à la fin de la journée, ils se souviennent de toi pour quelque chose de particulier. Et moi, c'est vrai que ma particularité, c'était d'être 3 mètres dans le terrain pour retourner au service. Et donc, je préférais qu'on parle de moi en disant, tiens, on avait une petite qui jouait des 2 mains des 2 côtés, qui était 3 mètres dans le terrain et qui retournait, plutôt que de se dire, tiens, on a vu 10 filles jouer à 2 mètres derrière la ligne en train de remettre la balle et pas faire de faute, quoi. Donc, ça m'a toujours plu d'être différente dans la manière de jouer, on va dire. Je pense avoir une personnalité aussi un petit peu différente parfois des autres, mais surtout dans la manière de jouer. Mais en fait, ça m'a toujours plu que les gens se souviennent de moi pour quelque chose de particulier. À ton avis, ils se souviennent de toi comment aujourd'hui ? À chaque fois que je vais dans des clubs de tennis ou que je croise des gens aujourd'hui, je vais te donner une petite anecdote après qui te fera sourire, mais c'est pour être dans le terrain en retour, même quand j'avais Serena Williams en face de moi. C'est vraiment ce qui me caractérise, ça, et les volets liftés à 2 mains des 2 côtés. Et petite anecdote, et ne sois pas jalouse, Marie, s'il te plaît, prends sur toi. Merci de m'avoir prévenue. Je te préviens d'avance. Donc, Wimbledon l'année dernière, jour de finale féminine, Royal Box, donc là je te mets le cadre. Ça commence bien. Voilà. Et donc Tom Cruise est invité. OK? Voilà, donc ne sois pas jaloux, je t'avais prévu. Donc je rentre en retard, bien sûr, parce que j'avais un truc à faire pour la BBC avant, au déjeuner, tout le monde est installé à table, qui a été là. Et donc, je vois, il me semble de dos Tom Cruise, mais comme tu vas pas le regarder en face, tu vois, genre groupie, parce que ça se fait vraiment pas. Bon, je vais m'asseoir à ma table et j'essaye de voir du coin de l'œil si c'est lui ou pas. Ok. Finalement, il s'avère que c'est lui et il vient me voir lui-même à la fin du déjeuner en me disant donc déjà il connaît mon prénom, il m'appelle Marion, donc déjà j'ai cru m'évanouir. Et là il me dit tu sais quand je t'ai vu gagner ici, que tu jouais à 2 mains des 2 côtés dans le terrain pour retourner au service, j'ai toujours adoré et j'aimerais qu'on joue ensemble ici à Wimbledon. Et mon mari à côté, il m'a dit si j'avais su un jour que ma femme serait connue par Tom Cruise, je pense que je l'aurais pas cru. Donc tu vois, si même Tom Cruise se souvient de moi,
c'est quelque part j'ai réussi ma vie. Bravo Marion. Et je suis jalouse en effet. Félicitations. Pierce Brosnan, Tom Cruise. Ouais. Et il y a Brad Pitt et Leonardo DiCaprio qui t'attendent pour l'année prochaine. C'est génial, n'empêche. Non, mais ce qui est drôle, tu sais, c'est que, encore une fois, je suis tellement partie de rien. Tom Cruise et Pierce Brosnan, j'ai regardé dans James Bond, Mission Impossible à la télé, dans mon salon à Rotournac, quoi. Je n'envisageais même pas un jour de rencontrer des gens comme ça, et encore moins qu'ils me connaissent, et encore moins que d'une manière ou d'une autre, ils me félicitent pour la façon dont j'ai joué sur un terrain de tennis. Donc, c'est une belle revanche sur la vie, et ça montre aussi que les contes de fées, c'est pas que dans les films d'Hollywood. Ça peut aussi arriver en vrai. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Mais t'as beaucoup travaillé aussi, rappelons-le quand même. T'avais de l'ambition, mais tu as tout fait pour que ces ambitions j'ai énormément travaillé, c'est vrai. J'ai beaucoup travaillé, mais quand t'es passionné, c'est finalement pas vraiment du travail. C'est vrai. Tu comptes pas tes heures. Tu as beaucoup travaillé sur un terrain de tennis, mais aussi à l'école, parce que contrairement à d'autres, Marion, tu as poursuivi tes études. Tu aimais ça en plus, l'école. J'adorais ça. Ouais. Comment ça se passait? Comment est-ce que tu arrivais à tout faire? Alors, j'ai la chance, sans avoir un ego surdimensionné ou sans me lancer des fleurs, mais d'avoir une mémoire photographique assez importante. Donc, on va dire que quand je lis une page, je vais retenir peut-être un peu plus de choses que quelqu'un d'autre ou qu'une camarade de classe. Donc, je pouvais arriver à jouer mes matchs de tennis, à travailler, faire mon travail scolaire dans la voiture parce que mon papa devait conduire, aller au minimum 2 heures à l'aller, 2 heures au retour pour que je fasse un match. Sachant que j'en faisais 100 dans l'année, autant dire que des kilomètres, on en a fait quelques-uns. Et en fait, je me servais de ce temps-là pour bosser sur le plan scolaire à l'aller. Donc, je faisais mes exercices, je révisais mes leçons, je jouais mon match de tennis et au retour, on avait un petit jeu avec mon père qui lui a fait médecine, donc aussi apprendre du par cœur et connaître beaucoup de choses par cœur, c'était un petit peu son truc. C'est en fait d'arriver à tout réciter, livre fermé. Donc, j'avais pas le droit d'avoir les livres ouverts. Et donc, je vais lui dire, écoute, cours d'histoire géo pour demain, c'est ça. Cours de physique chimie, c'est ça. Cours de biologie, c'est ça. Voilà. Et donc, je devais tout réciter par cœur. Et je devais aussi me souvenir par cœur des problèmes de maths que j'avais à faire. Lui expliquer, mon raisonnement et donc l'application numérique derrière et me souvenir des chiffres. Et donc, j'ai bossé ma mémoire énormément là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'arrive aussi à jongler avec autant de choses, à faire autant de choses, c'est parce que j'ai eu l'habitude d'avoir une assez grosse gymnastique intellectuelle et de faire pas mal de choses en même temps. Et c'est ce que j'essaye d'une manière ou d'une autre aussi d'expliquer aux enfants que j'entraîne, c'est que on ne demande pas, bien sûr, sur le terrain, forcément d'avoir des connaissances intellectuelles ou ça, c'est pas un test de QI, mais d'arriver à retenir beaucoup de choses, d'arriver à se remémorer des points qu'ils jouent sur le terrain, d'arriver à se remémorer que quand ils jouent une balle sur le coup droit, l'adversaire a plus tendance à jouer de ce côté-ci que de ce côté-là. Ça va les aider d'une manière ou d'une autre dans leurs résultats sur un terrain de tennis. Donc, c'est aussi de comprendre que c'est pas uniquement d'être une machine et de frapper des balles, mais c'est d'arriver à réfléchir et à penser. J'ai un petit message de Tatiana Golovin au sujet des devoirs. Ah, ma tati. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben, écoute là. Coucou les filles, est-ce que vous me reconnaissez avec la voix un peu cassée? Alors moi, une petite histoire sur Marion. Je sais plus quel âge on avait, moi je devais avoir peut-être 10-11 ans, mais je me souviens on est parti à un tournoi, peut-être à Poitiers. Marion a une meilleure mémoire que moi, peut-être elle se souviendra. Et on se connaissait pas spécialement, mais moi je faisais le CNED, du coup parce qu'on voyageait déjà pas mal avec le tennis. Et du coup j'avais mes devoirs et je crois qu'elle est venue, on était à l'hôtel et elle m'a fait, est-ce que tu veux que je t'aide? Et moi bien sûr j'étais super contente. Et elle m'a pratiquement fait tous mes devoirs du CNED. Je pense que j'ai jamais eu d'aussi bonnes notes qu'à ce moment-là. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, j'ai toujours pensé, en tout cas la première image de moi pour Marion, c'était que c'était la plus intelligente. Et c'est vrai qu'elle a été super cool, voilà, de m'aider avec mon CNED, mes devoirs pendant qu'on était en tournoi. Et je pense que c'est à partir aussi de ce moment-là qu'on a commencé un peu plus à se fréquenter. Je vous embrasse fort les filles et j'espère vous voir très bientôt. Bisous, bisous. Ouais, ma Tate. Bien sûr, non, tu vois, elle se souvient bien. C'était effectivement pour le tournoi de Poitiers. Alors donc Tate, on a 4 ans d'écart. Elle est née en 88, moi en 84. Et c'était un tournoi, donc moins de 16 ans, mais elle, comme elle était vachement en avance, effectivement, la pauvre, elle avait que 11 ans, elle jouait déjà en 2 catégories surclassées. Et c'est vrai que je me rappelle très bien, on avait fait les devoirs ensemble, et à partir de ce moment-là, on est devenues vraiment copines. On s'entraînait, pour te dire comment on était motivées toutes les deux. On avait joué l'Orange Bowl, donc à Miami, tu sais, sur le site du tournoi de Key Biscayne à l'époque, qui maintenant a déménagé. Et en fait, pour avoir les terrains le matin, c'était le premier qui arrivait, le premier servi. En fait, il n'y avait pas de réservation.
Et pour être sûr de pouvoir avoir le terrain toutes les deux. Donc, on arrivait sur le cours, c'était 6h30. Et à 6h40, quand il y avait le premier rayon de soleil qui se levait, on commençait à taper nos premières balles. Et elle était avec sa maman, moi j'étais avec mon papa. Il y avait à l'époque, donc on nous donnait, pour te dire comment ça m'a marqué, je pense qu'elle se souviendra aussi, on nous donnait en fait que 2 tickets pour manger. Tu vois, donc tu avais le droit à donc un ticket par joueur et il y avait le droit qu'à un ticket en plus pour un coach de la fédération ou alors un accompagnateur. Et comme on était que les 2 seules Françaises qui pouvaient jouer le tournoi parce que voilà, on était les 2 seules à avoir le classement. En fait, un soir, c'était sa maman qui mangeait, un soir, c'était mon papa, ou voilà, avec le ticket donc gratuit. Donc on se connaît depuis vraiment plus de 20 ans et on a partagé tellement de choses ensemble et c'est vraiment une amie très très proche. Ouais, vous êtes vraiment copines, vraiment très proches en effet. Tatiana parle toujours de toi et de tout ce que vous avez pu vivre ensemble. Tu avais quand même des amis sur le circuit, Marion? Oui, absolument. J'avais des amis très proches. J'ai été témoin de leur mariage. On a été vraiment, on a fait même encore aujourd'hui, on fait des vacances ensemble. Enfin, on est vraiment très très proches. Il y avait Tatiana, il y avait Dominika Cibulkova, il y avait alors son nom de joueuse c'est Jamila Gajdosova. Maintenant elle s'est mariée. Il y a Sorana Kirstea qui continue elle de jouer. Voilà, on était je veux dire 5-6 vraiment extrêmement proches. On a été, comme je te dis, témoins de mariage, envoyer des cadeaux de naissance pour les enfants de chacun et chacune. Voilà, vraiment quasiment comme de la famille. Et puis après, on sait très bien que c'est quand même un milieu extrêmement compétitif. Donc, tu peux pas être archi copine avec tout le monde, mais avoir 5-6 filles où on savait que voilà, on pouvait compter les unes sur les autres et que parfois, malheureusement, on a dû jouer, ça c'est clair. Mais qu'on faisait la part des choses entre un match de tennis qui durait 2 heures et puis après, le reste de notre vie aussi, on était là les unes pour les autres. Donc, ouais, non, je suis fière de continuer à avoir ces filles-là dans ma vie, de voir encore une fois l'évolution qu'on a aujourd'hui. Quand je me rappelle encore, on était aux Maldives avec Tatiana en vacances, avant que je rencontre mon mari. Et on était en train de discuter et je lui disais mais tous les mecs sont nuls, mais ils servent à rien, j'en trouverai jamais un et on refaisait notre vie. Elle me disait mais non mais te décourage pas et tout. Et c'est quasiment pendant ce temps-là que mon mari d'aujourd'hui a commencé à m'envoyer les premiers messages. Donc avec Tat, on a tellement passé des moments de vie ensemble et des souvenirs incroyables que ça restera encore plus qu'une copine, c'est quasiment comme une sœur quoi pour moi. Tu aimais la vie sur le circuit, de voyager tout le temps, de changer d'endroit, cette compétitivité qui est ultra présente, même si vous vous entendez tous bien? En fait, ça dépend. Quand tu gagnes, tout est facile. Quand tu gagnes, il n'y a pas de souci. Tout est facile, t'es pas fatigué, tu ressens pas la fatigue, tu restes jusqu'au bout des tournois, tu vois, t'es quand même logé dans des hôtels 5 étoiles à chaque fois. Donc en fait, rien ne te pèse parce que tu gagnes tellement que t'es porté par la victoire et tout est simple. Ça commence à être nettement plus compliqué quand tu perds parce que quand tu perds, très simplement, par exemple, tu perds au premier tour d'Indian Wells, tu vas pas rentrer en Europe pour repartir à Miami, donc tu vas être obligé de rester en Californie. Tu as 10 jours d'entraînement à faire. L'hôtel est complètement à ta charge. C'est des hôtels à $400, $450 la nuit. Tu as généralement 2 chambres à payer. Tu vois toutes les autres jouer en match, gagner des matchs, jouer sur le court central. Toi, on t'envoie sur le dernier cours aux pires heures parce que bien sûr, tu es loin d'être la priorité pour t'entraîner. Donc là, ça devient nettement plus compliqué, quoi. Moi, j'ai eu la chance, effectivement, de pas trop avoir d'années, on va dire, moyenne, voire de recul au classement et généralement plutôt progresser. Mais j'ai eu des périodes où c'était plus dur que d'autres quand il y avait la tournée sur terre battue. Non, mais faut que ça se termine, s'il vous plaît. J'en supplie, si t'en supplie. Faut que ça se termine. C'est le calvaire, c'est le cauchemar, c'est l'horreur. Il y en avait d'autres, c'était le gazon. Alors maintenant, ils ont mis 1 semaine de plus sur le gazon. Moi, le gazon, j'attendais que ça. Au contraire, ils m'auraient rajouté des tournois que je les aurais tous joués, tu vois. Donc, ça dépend des surfaces et tout. Mais globalement, je me dis que j'ai une chance colossale d'avoir visité autant de pays, autant de villes, d'avoir vu autant de choses, d'avoir pu jouer devant autant de public, d'avoir connu autant de cultures, autant de nourriture, autant de religions différentes, de coutumes différentes. Tu vois, c'est quand même une ouverture d'esprit et un bagage pour le reste de ta vie qui est colossal. Mais c'est vrai que parfois, quand tu perds, sur le plan psychologique, c'est pas toujours évident à gérer. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait de tes premiers gains? Est-ce que tu t'es fait un petit plaisir? Alors non, je me rappelle très bien ce que j'ai fait de mes premiers gains. Donc quand j'étais petite, au départ, moi quand je suis née, mon père louait une maison donc à Retournac avec un cabinet médical qui était dans la maison.
Et puis au bout de 5-6 ans d'installation, ma maman, ça lui plaisait pas trop, et donc il a construit une maison dans le lotissement d'en face, mais une maison qu'il avait construite, dessinée, avec un architecte, etc., avec un grand jardin comme on voulait. Enfin, la maison entre guillemets de nos rêves, en tout cas du rêve de mes parents. Et donc il avait fait un gros emprunt, et à l'époque, les taux d'emprunt, c'est pas comme les taux de maintenant, c'était des taux d'emprunt à entre 12 et 15%. Donc, autant dire, quand tu faisais un emprunt, c'était bien sûr des francs, pas des euros. Tu en avais pour le reste de ta vie à rembourser, quoi. Et donc, mon premier cachet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé de rembourser totalement l'emprunt de mes parents sur la maison. Pour qu'ils aient plus de mensualité à payer. C'est moi qui ai payé la totalité de ce qui restait à payer sur la maison qu'ils avaient construite à Retournac. C'est génial. C'est génial. Et toi, tu t'es pas fait un petit cadeau? Moi, ma première paire de Louboutin, forcément, obligatoire. Alors, comme t'as de te dire la même chose, c'est qu'une fois que t'as accouché, toutes tes Louboutins, tu peux les mettre sur Vinted parce que c'est mort. Non, mais c'est mort. C'est terminé. T'as tes chevilles qui ont triplé de volume, tes pieds, tu sais pas pourquoi, mais tu fais plus la même pointure. Et toutes les chaussures qui t'allaient nickel, et ben c'est fini, quoi. Donc les Louboutins, c'est un vieux souvenir, et je me disais mais comment j'ai fait pour marcher avec des trucs pareils quand je vois les talons aujourd'hui, je disais mais c'est pas possible. C'est vrai, la torture. Ouais. Mais bon, je les garde comme tu sais, comme dans un musée. Ah bah tiens, ça c'est quand j'ai fait ça. Ah bah tiens, ça c'est quand j'ai fait quart à l'US. Ah bah tiens. Donc voilà, écoute, c'est des beaux souvenirs. Et tu t'es offert quoi quand t'as gagné Wimbledon? Alors, quand j'ai gagné Wimbledon, donc j'avais une petite tradition. Effectivement, quand je gagnais un très gros tournoi, je m'offrais soit un sac à main, soit une paire de chaussures. Bon là, comme c'était mon premier grand chelem, j'ai fait les deux. Forcément. Bah oui, quand même. Mais oui, non mais quand même. Donc, je me suis pris une magnifique paire de Louboutin, 16 cm de talon, beige, mais sublissime, que j'ai mis 2 fois. Donc, voilà. Mais quand même, je l'ai mis 2 fois. Et je me suis pris en fait un sac à main, donc LV, pour pas, je sais pas si on peut dire la marque, avec plein de charms, tu sais, parce que j'adore les trucs des bling, tu vois, tous les bracelets que j'ai et tout. Et en fait, il y avait des charms en forme de raquettes de tennis, de trucs, et donc je l'ai décoré, j'ai mis mes initiales. Enfin, c'était une pièce de collection quasi. Tu l'as encore, j'espère. Donc j'étais super fière. Et dans ta tête, qu'est-ce que tu as ressenti quand sur le center court, tu as entendu Game, Set and Match, Marion Bartoli, vainqueur de Wimbledon, sans perdre un set. Bon, il l'a pas dit comme ça, l'arbitre, mais moi, je le rajoute quand même. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, je l'ai même pas entendu. Pour te dire, il a fallu que je le réécoute sur DVD pour arriver à entendre Game, Set and Match, parce que là, quand je fais l'ace et que je vois la craie, c'est comme si je vivais la scène au ralenti, si tu veux. Donc, je me présente à 40-0, donc pour servir ma balle de match. Je regarde mon père. C'est comme si je lui parlais. Bon, parler de l'autre côté du terrain à la boxe, c'est pas évident. Mais dans ma tête, c'est comme si je lui parlais. Et donc, je lui disais, regarde, papa, je vais mettre l'ace comme à l'entraînement quand je vais mettre les 10 balles, là, dans une feuille A4, tu vois. Et que j'y passais des heures et des heures. Et donc, je me suis revue en flashback à Retournac en train de refaire l'exercice des milliers de fois, mais quand j'ai des milliers, je suis gentille, hein, quasiment des millions de fois, à vouloir servir la extérieure à gauche sur la dernière balle pour que l'entraînement se termine. Et donc, je me présente, j'ai ce flashback-là, j'arme mon geste, donc je la mets là, je vois la craie, donc je me dis c'est bon, elle est bonne, elle va pas challenger, on va pas me dire qu'elle est faute, il va pas falloir que je lui serve une deuxième balle, donc je me dis tout ça dans ma tête. Et donc là, je vois Sabine qui s'avance vers moi, vers le filet, donc je me dis que c'est fini, et après je cours vers la boxe. Mais j'ai même pas entendu Game, Set et Match, rien, c'était comme une déflagration, comme un bing bang, j'ai rien entendu, c'était la folie. Et je redonnerai tout ce que j'ai pour revivre ces 10 points. Est-ce que tu repenses souvent à cette victoire de Wimbledon? J'y repense dans les moments où j'ai besoin de confiance en moi. Donc, avant de rentrer sur le terrain, faire l'interview de Nadal ou de Djokovic à Roland, je me dis bon, j'ai été capable quand même de gagner, oui, je dois y arriver à le faire cette interview. Même si les premières secondes, j'ai toujours parfois la voix qui tremblote un peu, surtout s'il fait froid et que c'est en night. Mais disons que je me dis allez, je suis arrivée à le faire, donc là je vais y arriver. Et puis en fait, tu sais, l'année dernière, c'était les 100 ans du center court.
Et donc il y a eu la cérémonie avec ceux qui ont pu être présents ou ceux qui ont accepté l'invitation de venir et être présentés sur le cours central au public qui était présent ce jour-là. Et donc de me dire que j'étais sur la même photo avec Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Rod Laver, Chris Evert, enfin tous les champions qui ont été là et qui étaient présents sur ce cours. Moi, petite fille de Retournac qui perdait au premier tour des qualifs aux petits as. Tu vois, voilà, quand je revois cette photo et quand je revois cette image, c'est tout le chemin parcouru et c'est une immense fierté. Et j'étais contente que ma fille cette année soit à peu près consciente de ce qui se passait et qu'elle ait vu ça parce que de pouvoir le partager avec elle, c'était magnifique. C'était un très grand moment que cette cérémonie animée en plus par John McEnroe avec beaucoup d'humour comme d'habitude. Quelques jours après ta victoire à Wimbledon, tu vas nous dire que tu mets un terme à ta carrière. T'en peux plus, t'as que 29 ans pourtant, Marion. Est-ce que c'est un coup de tête, mais quand on te connaît, on sait que tu réfléchis quand même très mûrement tes décisions. En fait, si tu veux, depuis le début de l'année 2013, je sentais que j'étais vraiment à la limite sur le plan physique. Et en termes d'énergie, j'étais extrêmement fatiguée. Je me sentais vraiment avec beaucoup moins d'énergie au quotidien que d'habitude, ou en tout cas sur les autres années. J'avais énormément joué entre 2011 et 2012. J'avais fait des grosses saisons à 80-90 matchs. Comme je pense c'est de notoriété assez publique, je m'entraînais énormément et en tout cas beaucoup pour arriver à être au même niveau que les championnes avec lesquelles je devais être en concurrence et d'avoir éventuellement une chance de les battre. On va dire que j'ai un petit peu tiré sur la corde et usé prématurément peut-être mon capital d'années sur le circuit en fait. Mais j'étais prête à ça pour arriver à gagner un grand titre et je préférais faire ça que plutôt que d'essayer de durer sur la longueur, on va dire, et de peut-être jouer plus d'années mais de jamais gagner un grand titre. Donc je préférais faire, on va dire, plus court mais avec un immense titre au bout plutôt que de jouer jusqu'à 34-35 et d'avoir une carrière moyenne et de jamais arriver à faire soit un titre de Grand Chelem parce que j'avais déjà une finale, mais en tout cas d'arriver à obtenir un titre du Grand Chelem. Du coup, j'ai tiré vraiment sur la corde et je me suis énormément abîmé le tendon de l'épaule à droite. Et du coup, on en rigole, mais bien sûr, mon service a toujours été mon point faible, donc il a fallu que je bosse énormément dessus. Donc, je termine sur un ace aussi de manière ironique. Donc, à quel point mais c'est vrai, le clin d'œil du destin, il est colossal. C'est-à-dire que c'est le pire coup et le plus dur pour moi, mais de toute ma vie. Et je termine là-dessus pour gagner mon grand chelem. Et après ça, en fait, c'est comme s'il y a eu une décompression, mais j'étais vidée. J'avais plus rien. J'avais plus d'énergie. J'avais mal de partout. J'ai l'impression que j'arrivais à bloquer les douleurs jusqu'à ce que j'arrive à mon objectif final. Et puis, une fois que je l'ai eu, j'arrivais plus. Donc, les douleurs que j'arrivais à supporter, j'arrivais plus à les supporter, j'arrivais plus à lever le bras le matin, j'avais des tendinites au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule, au niveau du genou, enfin ça devenait vraiment de plus en plus compliqué et en fait, j'avais 45 minutes, aller au maximum 1 heure d'autonomie sur le terrain et après ça, je redescendais en termes de niveau, c'était colossal et la qualité de mes défauts aussi, mais c'est ce qui m'a permis d'en arriver là, c'est que je suis tellement perfectionniste que de jouer moyennement, j'arrivais plus à supporter, tu vois. Donc, je préférais arrêter en étant au sommet et partir en haut plutôt que me voir dégringoler petit à petit, année après année, pour finir à 200e mondial et tu vois, quasiment pas partir dans l'oubli, mais pas loin. Donc, c'était aussi ma personnalité qui m'a fait prendre cette décision. Est-ce que ton entourage est surpris ? Alors, mon père est pas du tout surpris. Ma mère et mon frère un peu plus parce que bien sûr quand t'es sur le toit du monde, quand tu gagnes un grand chelem, j'ai eu d'un coup un espèce de boost de popularité, de reconnaissance, de tout. Enfin tu vois, c'est quand même un immense changement dans une vie. C'est pas quelque chose d'anodin. Du coup, t'es resté là-dessus, tu vois. Donc d'un coup de se dire Cincinnati, il y a tout qui va s'arrêter. En plus j'étais loin aussi de la maison, j'étais pas avec eux. C'était pas forcément une décision facile pour eux aussi à entendre. Mais quand je leur expliquais pourquoi, et puis ma mère m'avait vu extrêmement fatiguée depuis le début de la saison, avec aussi beaucoup de douleurs, beaucoup de jours à pas pouvoir s'entraîner parce que j'arrivais pas à lever le bras, tu vois. Donc c'est pas comme si elle m'avait vu en pleine forme depuis le début de la saison et puis elle me voit d'un coup arrêter, tu vois. Donc il y avait aussi quand même des prémices qui étaient là. Mais c'est forcément une décision compliquée quand t'as passé toute ta vie à faire quelque chose et que tu te dis du jour au lendemain ça va s'arrêter. C'est pas facile non plus à assumer, mais j'ai toujours pensé que c'était la bonne décision et quand j'y repense, je me dis que c'était la bonne décision à prendre, même si j'aurais aimé avoir une nouvelle épaule et pas devoir m'arrêter, pouvoir continuer parce que j'avais encore tellement d'objectifs. Je voulais gagner la Fed Cup avec et pour Amélie. Je voulais bien sûr bien performer à Roland-Garros. Enfin, tu vois, j'avais encore beaucoup de choses que je désirais accomplir. Mais après, il y avait une réalité aussi physique. Et puis nous, à l'époque, il n'y avait pas encore tout ce qui est développé maintenant en termes de régénération, récupération.
Quand on voit ce qu'a été capable de faire Novak Djokovic à Open d'Australie, tu vois, il n'y avait pas encore toute cette technologie, donc j'étais aussi un peu plus désarmée par rapport aux difficultés que j'avais. Est-ce qu'il y a quand même du plaisir quand on exige autant de son corps ? Il y a énormément de plaisir, encore une fois, quand tu gagnes. Ça, c'est la drogue, en fait, du sportif, c'est la gagne. C'est ça, le truc. C'est que, faut qu'on soit honnête, on est dopé à la victoire. On est dopé à la victoire, on est dopé à ce que ça engendre, on est dopé à l'adrénaline qu'on ressent à ce moment-là, à la dopamine qu'on reçoit à ce moment-là. C'est pour ça que je pense que si tu parles à n'importe quel joueur qui vient d'arrêter, il dira je redonnerai tout pour revivre le moment où j'ai soulevé ce trophée ou ce trophée-là. Alors il y en a qui en ont plus soulevé que d'autres, mais c'est ces moments-là qui restent en fait. Tout le reste tu l'oublies, toutes les difficultés, toute la fatigue, toutes les souffrances tu les oublies parce qu'il y a la victoire au bout. Et moi c'est la grande chance que j'ai eue et je m'en rends compte quand je vois les enfants que j'entraîne aujourd'hui. Si je leur dis écoute tu fais ça aujourd'hui, mais je te garantis que dans 10 ans, tu vas gagner un grand chelem, mais ils me le font tous les jours. Mais tu vois, je peux même leur dire, marche sur un doigt, ils vont le faire. Tu vois, donc, mais le problème, c'est que tu peux rien garantir dans le sport parce qu'il y a rien qui est garanti. Mais quand tu as eu la victoire au bout, très honnêtement, tous les sacrifices et tout ce que tu as dû faire pour ça, tu l'oublies complètement. Quelle est ta relation à ton corps aujourd'hui, Marion ? Parce que on sait ce qui s'est passé après ta carrière. Tu as raconté ce Wimbledon 2017 où personne ne te reconnaissait. Moi, j'ai été à Wimbledon et il a fallu qu'on me dise 2 fois « Si, c'est Marion Bartoli, là. » Mais qu'est-ce qui s'est passé Du coup, même si tu t'es souvent expliqué, comment ça va aujourd'hui dans ta peau ? Alors ça va extrêmement bien. Donc bien sûr quand aussi tu as eu une grossesse après derrière, tu sais alors il y a des filles, elles accouchent et puis elles ont un ventre plat direct derrière. Je suis archi jalouse. Non, si, je suis archi jalouse de ces filles-là. Quand je vois Tatiana, j'ai dit mais ils sont passés où tes 3 gosses ? Je les vois pas. Sur toi, je les vois pas. Tu vois, elle me dit si, regarde et puis elle pince un micro bout de sa peau, elle me dit regarde, là j'ai un bourrelet. Je dis arrête tes bêtises, s'il te plaît. Et moi donc ça a pas été ça. Et en fait, déjà, pendant toute ma carrière, je savais très bien qu'avec le sucre, il fallait que je fasse hyper attention et tout. Bon, après, bien sûr, j'ai mes très gros problèmes. Mais j'ai aussi d'autres très gros problèmes. C'est que quand je me suis remise à manger, je me suis remise à manger du riz, des pâtes, des fruits, enfin, tous les glucides, voilà, qui me paraissaient quand même sains. Je me suis pas goinfrée ni de burger ni de frites, mais voilà, on va dire manger normalement pour nourrir mon corps. J'ai pris 40 kilos en 8 mois. Et en fait, t'es aussi mal dans ta peau quand t'en pèses 42 que quand t'en pèses 82, mais que tu les as pris en 8 mois, quoi. Donc, il a fallu que je trouve quelque chose vraiment pour arriver à me stabiliser. Et c'est pour ça aussi que j'ai lancé une gamme de produits diététiques, en tout cas du régime que moi je suis, qui est une manière de s'alimenter qui est différente pour les gens qui ont des problèmes avec le sucre, ce qui a été mon cas toute ma vie, même pendant mon activité sportive. Et j'ai trouvé totalement mon équilibre là-dedans. Donc, j'ai pu perdre tout mon poids de grossesse. Aujourd'hui, j'ai une énergie débordante. Je fais 10 000 trucs par jour et c'est ça aussi que je veux partager. Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver à comprendre. Il a fallu que j'analyse parce qu'à un moment donné, quand je me suis mis à remanger normalement, c'était tellement anarchique que je me levais en pleine nuit pour remanger un paquet de céréales, pour remanger un truc, ce qui m'arrivait mais jamais auparavant. Je disais mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, j'avais une addiction au sucre et le problème c'est que le sucre c'est comme une drogue, quoi. C'est aussi puissant qu'une drogue et quand tu as du mal à le digérer, à le réguler, ben ton corps t'en demande en permanence. Il faut du sucre, toujours plus de sucre, toujours plus de sucre. Et c'est pour ça que j'ai pris autant de poids aussi rapidement. Et donc là, je suis arrivée à me stabiliser, à me réguler, à faire du sport, à être en forme, à être sur le terrain de tennis 5 heures par jour, à m'occuper de ma fille, à faire toutes mes activités. À faire les valises. Et voilà, à faire les valises, à repartir, aller dans un aéroport, notre aéroport, porter ma fille de 13 kilos et faire les allers-retours à l'escalier. Enfin, tout ce qu'une maman connaît, quoi. Et voilà, pour ça, il a fallu que je comprenne d'abord ce qui se passait, comprendre ce qui allait me convenir et ensuite m'y lancer dedans comme je fais d'habitude à fond. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai trouvé cet équilibre complet où je pense que les gens m'ont vu à Roland-Garros il y a quelques mois où voilà, j'ai une silhouette normale qui correspond à ma morphologie. Je serai jamais extrêmement maigre parce que c'est pas la morphologie que j'ai, mais voilà, j'ai une morphologie qui, en tout cas, un poids qui correspond totalement à moi pour être en bonne santé, pour me sentir bien. On te sent en paix avec toi-même. Ah, totalement. Mais tu sais, il m'a fallu beaucoup de temps et aussi pour arriver à mettre des mots sur des mots MOTS sur mes mots MAUX. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, il m'a fallu du temps pour analyser. Et c'est finalement quand tu analyses et que tu acceptes ce qui s'est passé que tu arrives à progresser, que tu arrives à clore ce chapitre et à passer à autre chose. Et pour moi, il m'a fallu du temps pour arriver à faire ça. Mais ça a été une grande fierté d'y arriver, ouais. T'es une maman aujourd'hui, t'as construit ta famille.
ton père n'est plus ton coach, mais un grand-père. Oui, absolument. C'est quand même, ce sont d'autres relations aujourd'hui, mais j'imagine que c'est quelque chose d'extrêmement important pour toi, cette nouvelle organisation, entre guillemets, dans ta famille et dans ta vie. Absolument, mais tu sais, ce qui est très drôle, c'est que, par exemple, il y a des fois, je dis à mon père, écoute, tu veux pas venir nous voir à Dubaï, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu et tout, et il me dit, non, mais je suis bien en Corse, puis de toute façon, j'ai tellement voyagé avec toi, t'as qu'à venir me voir. Et je lui dis, papa, on a passé notre vie ensemble semaine après semaine, maintenant tu veux même pas prendre un avion pour venir à Dubaï. Non, comme quoi la vie a vraiment changé. Mais de voir mon père avec sa petite fille, et puis à chaque fois, je lui dis, alors moi, j'étais comment quand j'étais petite? Alors moi, j'étais comment quand j'étais petite par rapport à Camilla? J'étais comment? Donc, je fais plein de comparaisons, mais pour lui aussi, voilà, de s'amuser avec ses petits-enfants. Mon frère a 2 garçons, moi, j'ai une fille. Il a ses 3 petits-enfants. On est dans un environnement tellement, entre guillemets, sans stress aujourd'hui. Il y a plus de compétition, il y a plus d'enjeux, il y a plus de classement, il y a plus d'un grand chelem à aller jouer ou un grand chelem à aller gagner. C'est vraiment la vie simple, mais comme on l'aime, avec des moments de plaisir, passer avec ses petits-enfants. Mon père adore jouer aux échecs, il s'est lancé à fond dans les échecs. Il fait de la compétition d'échecs. Moi, je suis par Monts et par Vaux et de temps en temps, je passe par là. Donc, écoute, c'est magnifique. T'as travaillé dans la mode, tu nous as dit t'as lancé tes produits diététiques, t'es consultante à la télé, t'as ton émission de radio. Qu'est-ce que tu préfères faire? Tout. J'adore tout faire. Non, ce que j'adore faire, bien évidemment, et c'est la réponse du cœur, c'est être avec mon mari et ma fille et de m'occuper d'eux. C'est vrai, c'est bien évidemment ce que j'aime le plus faire. Mais après, je m'épanouis dans, encore une fois, et on va dire que c'est le défaut de ma qualité dans la réussite. Donc, je me fixe des objectifs. Je me dis, là, écoute, j'aimerais bien qu'avec Bartoli Time, j'ai tant d'écoutes, j'ai tant d'auditeurs, j'ai tant de téléchargements en podcast. J'aimerais bien que quand je bosse sur Roland Garros, mes interviews, voilà, quand j'ai Gilles qui me fait un feedback ou quand j'ai Amélie qui me fait un feedback, qu'ils soient contents de mon travail. Et voilà, j'essaye de le faire du mieux possible. En acceptant parfois pas la critique, mais en tout cas les conseils qu'on peut me donner pour essayer de m'améliorer. Et puis j'essaye toujours d'être dans la performance. Voilà, ça tu me l'enlèveras pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut. Oui, on se refait. Il faut suivre en fait. Faut suivre. T'as quand même. Alors, t'as ton objectif d'auditeur. Roland Garros au mois de mai. Retourner sur le central, poser des questions. Et il faut dire à quel point c'est hyper impressionnant de se retrouver au milieu de ce central face à des joueurs qui viennent de gagner, qui n'ont qu'une envie, c'est de retourner au vestiaire. Exactement. De quoi tu rêves aujourd'hui, Marion? De quoi je rêve? Écoute, je rêve que ma fille soit épanouie, soit heureuse, et je sais que ça sera pas facile parce que quand on est enfant d'eux, c'est jamais facile. Donc il faut que j'arrive à trouver un équilibre pour avoir assez de temps pour elle, pour qu'elle se construise elle-même, pas en se comparant à moi, mais qu'elle construise sa propre vie, qu'elle trouve sa propre passion, et je l'accompagnerai dans cette passion-là. Et je sais que c'est un défi, j'en ai totalement conscience. Mon objectif, bien sûr, c'est que les enfants que j'entraîne arrivent à réussir dans un temps qui me paraît entre, on va dire, 4-5 ans pour la fille et peut-être 7-8 ans pour le garçon. Et en fait, c'est dans chaque domaine, tu vois, dans mes produits diététiques qui sont vendus dans le monde entier, dans mes trucs sur RMC, que ça soit écouté par le plus de gens possible. Et je te promets, même si on fait ce podcast, que tu seras pas virée, parce que bon, tout le monde me dit, ça y est, t'es la vireuse officielle, t'as fait virer Noël Le Graët. Mais non, il s'est viré tout seul, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. On lui a tendu le micro et puis c'est lui qui est parti tout seul. Mais voilà, écoute, toujours plein d'objectifs. Mais le plus important, c'est ma famille, ma fille et mon mari, qui soient heureux et qui soient en bonne santé. Ça, c'est le plus important. Marion, tu n'imagines pas quel plaisir c'est de t'entendre avec un aussi grand sourire pendant 1 heure. Vraiment, merci non, beaucoup. Mais ça a été mon plaisir, je t'en prie. Avant de se quitter, j'aimerais que tu choisisses une musique que tu adores écouter pour qu'on se quitte comme d'habitude dans Wildcard en musique. Alors, très facile, Coldplay, Sky Full of Stars. Merci beaucoup Marion Bartoli, à très bientôt. Merci à toi Marie.